Tu vois la différence entre toi et moi, c'est quand j'ai pris la parole. C'est vrai. Madame, Messieurs, bonsoir. Bonsoir à toutes et à tous. Son Excellence, Monsieur l'Ambassadeur, Monsieur le Préfet, Madame, Monsieur les sénateurs, ils sont en route, ils ne vont pas tarder. Monsieur le Président du département des Yvelines, Mesdames, Messieurs les maires, Mesdames, Messieurs les conseillers régionaux, Mesdames, Messieurs les conseillers départementaux, Mesdames, Messieurs les conseillers communautaires. Chers amis. La Bible, on ne salue pas Éric Zemmour qui est là ce soir? Pardon? Éric Zemmour, on ne lui dit pas bonjour. Non, on n'a pas invité Éric Zemmour, tout simplement, tu dois certainement le savoir. Il a une flopée de condamnations pour incitation à la haine, et le principe même de ce dîner, c'est tout sauf la haine. Personne de la chaîne CNews alors? Écoute, il y a beaucoup de choses à dire, mais je ne dirai rien ce soir, puisqu'on a la chance d'avoir la présence de Karim Zeribi, journaliste sur CNews, que j'apprécie énormément, donc je ne dirai rien ce soir. Est-ce que cette soirée était difficile à organiser, la Bible, déjà, pour commencer? Ça devient une interview, là. Très honnêtement, je vais vous dire, c'est la plus difficile. Parce que d'abord, il y a le Covid. Et vous ne pouvez pas savoir le nombre de personnes aujourd'hui qui ont décommandé parce qu'ils avaient un doute sur le fait qu'ils étaient Covid ou pas. Et puis, comme tu dois le savoir, il y a quelques tensions à l'Assemblée nationale et du coup, on a énormément de députés qui ont dû annuler parce qu'il faut qu'ils soient présents dans l'hémicycle à tous les votes. Chers amis, tu as fini ou c'est bon? J'avais encore 2 questions, mais je crois que c'est pas le lieu ni le moment. Donc. Alors, quel plaisir de vous retrouver au sortir de ces années aussi difficiles. Je tiens à vous souhaiter très chaleureusement la bienvenue à cette 8e édition du dîner de l'amitié franco-marocaine. L'idée de ce dernier m'est venue il y a 9 ans maintenant. Il y a 9 ans et aujourd'hui encore, on me disait souvent, mais toi, c'est pas pareil, tu es différent des autres. Les autres étaient donc différents de moi. J'ai toujours pensé que le sous-entendait que j'étais mieux que ces autres. Et cela voulait dire que ma valeur ne pouvait être indexée à celle de ces autres. Entre autres, j'ai compris que cela voulait dire être traversé par des fidélités qui se croisent, se mêlent, s'entrechoquent. De là a germé l'idée de cet événement, une réunion annuelle où on pourrait nous parler, nous dire les choses avec amitié, avec sincérité, et partager loin de ces cadres convenus. Je suis français, et je le revendique avec force. Mais je suis également marocain, et je le revendique avec force. Le Maroc et la France sont 2 nations dont l'intensité des relations n'a d'égal que leur longévité. Les siècles d'histoire ont rapproché nos 2 pays, baignés par la Méditerranée, ont connu vagues, houles et mistral. Et avec leur lot de turbulences et de réflexions, d'où nos peuples sont aujourd'hui sortis grandis, nous sommes pourtant aujourd'hui à un moment charnière de notre histoire commune. Il nous importe plus que jamais de nous souvenir de la grandeur de nos liens, car ce qui les forge nous a vu naître et nous enterra. De ces derniers dépendent les vies de milliers et de millions de nos semblables. À l'heure où certains font le commerce du séparatisme, de la séparation, de l'opposition, du clivage, nous devons nous efforcer de continuer à tisser les liens entre ici et là-bas. Il faut oser se dire la vérité, les vérités, nos vérités. La complexité récente de nos liens n'est au final que l'exemple des tensions qui jalonnent nos politiques intérieures. Si nos relations ont pu se distendre, c'est parce que la question du Sahara marocain doit être entérinée ici et définitivement. Mais la discorde des uns profite toujours à d'autres. Un seul vrai vainqueur, l'extrême droite. À chaque année, un peu plus fort, un peu mieux organisé, et on le sait ici, plus qu'ailleurs en Angleterre. Elle attend patiemment, récolte les fruits amers d'incompréhension et de silence. Tapis dans l'ombre, elle prospère sur nos désaccords, avec l'ambition de tirer ce qu'il reste du tapis démocratique sous nos pieds. Je porte en moi la France et j'en suis fier. Mais je porte également en moi le Maroc et j'en suis fier. Je suis arrivé à l'âge de 7 ans. Le chemin était long, sinueux, mais il m'a mené à ce que je considère comme mon plus bel accomplissement. La preuve même de ce que 2 pays peuvent produire de plus beau. Mes 3 enfants. J'ai l'audace de croire que nous leur avons donné le plus beau de nos cultures, pour qu'ils puissent en faire découler le meilleur ici,
dans leur pays. Eux aussi auront pourtant à combattre l'intolérance. J'ai une confiance inébranlée en eux, même si en tant que père, je crains les défis auxquels ils auront à faire face. Mais permettez-moi de m'épancher sur une anecdote qui m'est arrivée il y a quelques semaines au centre de Perpignan pendant mes vacances. C'était le 18 août dernier. Je vois une dame qui s'arrête sur une affiche dans laquelle il y avait une inscription sur Salman Rushdie. Et je la vois au loin, et je me dis, cette femme, elle est captivée par quelque chose, ce serait intéressant de savoir ce qu'elle regarde. Et en la croisant, cette dame m'interpelle, elle me dit, vous êtes musulman? J'étais avec mon fils et je la regarde en disant, une hésitation de ma part, et je la regarde en disant, et là, une dame qui n'a pas l'air d'être déséquilibrée, et là, elle crie dans la rue, il y en a marre des musulmans, il faut les exterminer. Il n'y a pas un citoyen, il n'y a pas un habitant de Perpignan qui a entendu la scène, qui n'a réagi. Ce que je veux vous dire derrière ça, la haine est devenue banale dans le discours ambiant, de beaucoup de nos médias malheureusement, de nos concitoyens, de certains de nos politiques qui cèdent à la facilité. Cette haine, elle pointe du doigt des enfants selon leur prénom, leur couleur, leur amour, leurs origines, leur religion. Cette haine, c'est celle de l'ignorance. Cette haine, il est de notre devoir de la combattre pied à pied. Le vivre ensemble n'est pas pour moi un principe habité de vie. Il est une réalité de fait que je pratique tous les jours. Il y a une coutume, un instinct et une volonté. Il est urgent. Il est une urgence et une perspective vitale vers laquelle nos deux pays doivent s'efforcer. Chacun d'entre vous ici présent ce soir peut apporter sa pierre à l'édifice. Ensemble, rien n'est insurmontable. Au contraire, je suis porté par l'espoir, celui que j'ai en nous de défendre l'avenir de nos enfants, celui que j'ai en nos enfants de parachever le chemin pour le leur. Enfin, et parce que je suis profondément attaché à la France et au Maroc, et parce que j'ai l'intime conviction que les solutions sont en nous, je suis convaincu qu'il faut tendre la main à nos jeunes, d'où qu'ils viennent, que je hais du plus profond de moi-même toute forme d'intolérance. Je serai toujours le fervent soutien du vivre ensemble. Et je terminerai par cette phrase, puisque les 5 minutes qui nous sont imparties, on y est. Ce qui empêche les gens de vivre ensemble, ce n'est pas leur différence, c'est leur connerie. Merci. Ambassadeur du Royaume du Maroc en France, s'il vous plaît. Messieurs les préfets, mesdames et messieurs les élus, sénateurs et maires, mesdames et messieurs, chers amis, c'est un réel plaisir d'être parmi vous. J'ai du mal avec on ne peut pas le fixer. C'est un réel plaisir d'être parmi vous aujourd'hui et je me réjouis de vous voir. Et je me réjouis de pouvoir m'exprimer aujourd'hui devant vous pour dire deux mots. D'un côté, je le tiens. Non, c'est bon. Pour pouvoir dire deux mots, d'un côté, s'agissant des relations historiques qui lient nos deux pays, et de l'autre côté, pour essayer d'esquisser quelques axes autour desquels nous pouvons bâtir le partenariat futur entre la France et le Maroc. Au préalable, je voudrais remercier les organisateurs de ce dîner, Sophie Daoudi bien sûr, pour nous permettre à cette occasion de nous retrouver pour la première fois depuis pratiquement 3 ans. Il y a eu cette interruption à cause notamment de la pandémie, pour se retrouver physiquement
ensemble et pour échanger, réfléchir à l'avenir de nos relations. Alors nous devons réfléchir ensemble à une vision plus ambitieuse, portée au sommet de nos États. Je le dis d'emblée, portée au sommet de nos États par Sa Majesté le Roi, par le Président de la République, en termes de synergie politique, économique et culturelle pour construire une zone de prospérité partagée en termes de positionnement de la région au niveau international pour sa stabilité. Et il faut surtout qu'on travaille sur la gouvernance, une gouvernance qui doit être fluide et adaptée. Nous devons réfléchir ensemble dans ce contexte particulier, qui est marqué par la succession des crises, par les pandémies, par le changement climatique, avec les dérèglements et le stress hydrique que nous avons connu, aussi bien au Maroc qu'en France. Et puis nous devons réfléchir ensemble par rapport à ces crises économiques qui sont aujourd'hui aggravées par une inflation galopante. Alors les deux questions principales qui se posent à nous sont les suivantes. D'abord, comment agir dans ce contexte marqué par les transitions, par des ruptures, par les incertitudes, en tenant compte bien évidemment de nos intérêts réciproques, pour transcender les irritations et les incompréhensions qui impactent nos relations, et comment, à partir d'un passé jalonné de relations singulières et apaisées, fortifier cet héritage pour une vision partagée du nouveau monde qui est, comme vous le savez, en phase de reconfiguration. Mais avant d'apporter quelques éléments de réponse, je voudrais commencer par dire un mot au sujet des Marocains du monde. Les Marocains du monde qui sont entourés par la haute sollicitude de Sa Majesté le Roi, qui leur a réservé une partie importante de son dernier discours. Je voudrais rendre hommage ici à la communauté marocaine installée en France. Cette communauté diverse est profondément attachée à son pays d'origine et à son pays d'accueil, dans le respect des règles et des lois de la République. Je me permets de profiter de cette occasion pour souligner. Je voudrais souligner une des facettes de l'immigration qui n'est quasiment jamais évoquée dans les débats sur le sujet. C'est de la contribution, ou de sa contribution de plus en plus visible en matière de rayonnement, de création de valeur et d'emploi. Et je vais me borner à donner deux exemples. D'abord, nous avons 46 000 étudiants marocains qui fréquentent aujourd'hui les universités et les écoles françaises. C'est de ce fait la première communauté d'étudiants étrangers en France. Et cette année, et toujours à titre d'exemple, sur les 45 étudiants admis à l'école polytechnique, sur les 45 étudiants étrangers qui peuvent être admis, 33 sont des Marocains. Occasion qui m'est donnée pour féliciter publiquement le jeune Marocain Ziad Omzil, étudiant à Lille en ce moment, et qui a remporté en août dernier le premier prix au concours international des mathématiques pour les étudiants universitaires au niveau international. Et le deuxième exemple, probablement lié au premier, concerne le nombre croissant de start-up fondées par les jeunes Marocains. Les dernières statistiques qui me sont parvenues de Station F, ici à Paris, montrent que les Marocains arrivent en tête des nationalités étrangères qui s'y sont installées. Mesdames et messieurs, la France et le Maroc ont une relation dense qui puise sa force et sa résilience dans une amitié profonde et des intérêts convergents qu'il convient ensemble de préserver et de projeter à la hauteur des lourds défis de ce monde nouveau. Ces défis créent entre nos deux peuples une exigence de coopération et interpellent le partenariat stratégique entre le Maroc et la France à se renouveler sans cesse.
L'engagement du Maroc pour la paix et la stabilité dans le monde est une constante. Le Maroc est profondément attaché au multilatéralisme et à l'action solidaire dans les organisations internationales et régionales. S'agissant du Sahara marocain, les développements importants que nous avons vécus sur cette question sont déterminants pour l'avenir de notre région, pour sa stabilité et pour sa sécurité. Et le soutien croissant à l'initiative marocaine d'autonomie qui est sur la table de l'ONU depuis 2007, comme la seule solution à ce différend régional, s'inscrit dans le cadre d'une forte dynamique internationale pour résoudre ce conflit et, je le rappelle, que bénéficiant d'un soutien clair, cette dynamique doit et ne peut que s'accélérer. Le programme d'investissement exceptionnel lancé par Sa Majesté le Roi dans les provinces du Sud permet de les ériger en véritables pôles d'investissement, de croissance et de développement humain. Avec la construction du port de Dakhla, de nombreuses connexions routières, aériennes, électriques et le lancement de projets d'énergie renouvelable ou encore d'usines de dessalement de l'eau de mer et la valorisation durable des ressources naturelles. Sur le plan économique, un immense potentiel reste à explorer. Il nous autorise à envisager l'intensification autour des inflexions qui sont induites aujourd'hui par les transitions, notamment la transition numérique et la transition écologique. La France, de par sa proximité historique, économique et culturelle, dispose d'immenses atouts pour promouvoir des projets structurants. Une nouvelle approche concertée devra être initiée. Elle repose sur le partage de la valeur, la réorganisation des chaînes d'approvisionnement au niveau international, les exigences de lutte contre le changement climatique avec ses effets sur la migration, les évolutions politiques dont je viens de parler de nombreux pays s'agissant du Sahara et qui ont permis au Maroc d'anticiper pour raccourcir les chaînes de valeur et de faire de la logistique un levier de développement. C'est ainsi que le Maroc donc a renforcé sa position de hub logistique international au nord, comme en témoigne le développement de multinationales et d'entreprises. La France, quant à elle, plaide pour une Europe plus souveraine, plus écologique, plus digitale et plus solidaire. A mis en haut de la hiérarchie de ses priorités un nouveau partenariat renouvelé avec l'Afrique. Quant au Maroc, qui a constitué, selon les historiens, des siècles durant le cœur battant, politique, religieux, économique et commercial dans tout l'Ouest saharien, le Maroc est aujourd'hui un acteur économique et politique important en Afrique et demain un hub africain et un partenaire de choix de la France et de l'Europe. Nous sommes complémentaires et nous pouvons gagner ensemble les batailles de demain. De par sa position de carrefour entre l'Afrique, l'Europe, le Maghreb et le monde arabe, le Maroc constitue donc un prolongement géostratégique pour la France. Ce n'est pas une clause de style que d'avancer le postulat que la France qui dispose du plan France 2030 et le Maroc qui dispose d'un nouveau modèle de développement peuvent se projeter dans l'avenir et construire ce partenariat triangulaire qui donne ses lettres de noblesse à la coopération Sud-Sud. Enfin, le champ est immense. Le champ est immense, mais la volonté est là. Alors, mettons-y de l'énergie pour viser plus haut dans l'intérêt bien compris du Maroc et de la France et à l'avantage de toute notre région. Je vous remercie. Merci beaucoup, Votre Excellence. Monsieur le sous-préfet de Mantes-la-Jolie, préfet d'arrondissement. Donc, on va décréter
monsieur le préfet d'arrondissement, que la préfecture est à Mantes-la-Ville ce soir. Il y a des élus de Mantes-la-Ville, en particulier celle d'Alain Gisson-Maire, je pense qu'il en sera ravi. Chers amis élus, alors là c'est toujours compliqué. Je ne sais pas pourquoi il y a l'habitude de saluer les conseillers régionaux avant les conseillers départementaux. Permettez-moi de faire l'inverse. Et donc de saluer les conseillers départementaux, mais aussi les conseillers régionaux, les élus communautaires, les élus municipaux, et aussi et surtout parce qu'ils sont nombreux, les chefs d'entreprise qui sont là, parce que finalement, si on vit encore un peu en France de façon à peu près confortable, c'est parce qu'il y a des gens qui gagnent la richesse, et c'est le rôle de ces chefs d'entreprise qu'ils en soient remerciés. Je remercie naturellement en votre nom à tous Labib Bedaoudi, qui a depuis quelques années pris l'initiative de cette manifestation. Et cette manifestation qui est une manifestation de l'amitié franco-marocaine, mais qui est aussi une manifestation, il l'a rappelé, de la tolérance. Et c'est vrai que l'esprit d'intolérance qui a soufflé sur Mantes-la-Ville quand le Front National dirigeait cette commune a ranimé la flamme de la résistance, si j'ose dire. Aussi, est-ce avec un grand plaisir que, après ces événements municipaux et après cette période de Covid, nous nous retrouvons pour un grand moment, monsieur l'ambassadeur. Un grand moment parce que je vais commencer par du local, avant de faire un peu d'international, si vous me le permettez. À quelques centaines de mètres d'ici, il y a un lieu à Mantes-la-Ville, monsieur l'ambassadeur, qui s'appelle le plateau du Maroc. Pourquoi le plateau du Maroc? Il est pris dans l'ensemble des voies ferrées de la gare de séparation des deux lignes normandes. Parce que, dans l'entre-deux-guerres, il fallait nettoyer les locomotives et les wagons qui étaient salis par la poussière de charbon. Et c'était les Marocains qui s'y collaient, et donc on appelait ça le plateau du Maroc. Et pourquoi les Marocains s'y collaient? Ils s'y collaient parce que la France avait connu la grande saignée de la guerre de 14 et qu'elle avait un problème démographique. Et cette guerre de 14, qui avait connu une grande saignée, qui avait fait connaître à la nation française, au peuple français une grande saignée, a été aussi une grande saignée pour les peuples africains, de ce qu'on appelait à l'époque l'Empire, et qui sont venus combattre en France de 1914 à 1918 pour permettre à la France de résister à l'agression allemande. Les mêmes d'ailleurs, plus exactement leurs enfants, sont venus en 1944 pour libérer la France. Et la première armée française, son nom, son surnom, c'était l'armée d'Afrique. Car c'est bien d'Afrique qu'elle est partie. Et de nombreux Marocains ont servi la libération de la France. Voilà pourquoi cette relation amicale entre la France et le Maroc est une relation incroyable. Car elle s'est faite au prix de la sueur et du sang. Alors on l'évoquait, Excellence, nous sommes un vieux couple. Et dans les vieux couples, quand on ne sait pas se dire combien on s'aime, de temps en temps on casse la vaisselle et on s'engueule. Là on est dans une période où on a cassé un peu de vaisselle. Je ne doute pas qu'assez rapidement on ira bras dessus aux Galeries Lafayette, pardon, chez Carrefour, cher ami. Le patron Carrefour France est là, donc si vous voulez des tickets de réduction, il se tiendra à votre disposition à la sortie. Pardon, c'est un mauvais coup, hein. Tu ne savais pas que tu étais là pour ça. Et donc, c'est chez Carrefour qu'on ira acheter un peu de vaisselle. Car cette relation franco-marocaine, nous en avons besoin là-bas et ici. Là-bas et ici, parce qu'aujourd'hui, le national et l'international sont étroitement liés. Là-bas, c'est en Afrique du Nord en particulier, où on voit bien les déstabilisations menées au nom de la religion à des fins purement politiques, qui sont ce djihadisme qui, j'allais utiliser un gros mot, qui pourrit les pays du Sahel. Et on a encore vu au Burkina toute l'instabilité que ce djihadisme produit lorsque, en plus, il est aidé par une puissance étrangère qui, bien que mal engagée sur un théâtre est-européen, je veux parler de la Russie, participe à la déstabilisation de l'action de la France dans ces pays. Et j'insiste sur ce point avec nos amis marocains. Nous sommes bien conscients de la nécessité de stabiliser le Sahel. C'est l'intérêt de l'Afrique autant que l'intérêt de l'Europe. Voilà pourquoi cette amitié, c'est d'abord une amitié qui est guidée par des intérêts communs là-bas. Mais elle est aussi guidée par des intérêts communs ici.
Et je voudrais, après avoir entendu les propos de la Bible sur sa double identité, française et marocaine, vous inviter à lire un très beau livre, très très beau livre, qui s'appelle La composition française. Retenez, La composition française. Il fait 200 pages, hein, donc les mauvais élèves... C'est Mona Ouzouf, qui est professeur au Collège de France, qui parle de l'identité française. L'identité française, elle n'est pas unique. Il n'y a pas une identité. À l'intérieur de chacun d'entre nous, il y a plusieurs identités. Et justement, elle raconte, ce professeur au Collège de France, combien elle a vécu avec 3 identités différentes, élevée par une grand-mère bretonne catholique, un père instituteur laïque et indépendantiste. Oui, l'indépendance bretonne. Et une mère institutrice, laïque, et pour la République française et contre l'indépendance bretonne. Ces 3 identités ont cohabité dans cette petite fille parce que, tout simplement, c'était les identités que portait sa famille. Et donc ce débat sur l'identité est un débat vain. Nous avons les uns et les autres plusieurs identités qui cohabitent en nous. Et pardonnez-moi de le dire aussi avec force, je suis totalement français, je n'ai pas encore pris la nationalité marocaine, on ne me l'a pas proposé, remarque, mais je me sens profondément dans cette soirée, moi aussi par ailleurs, marocain. Et donc, n'ayons pas honte de cette complexité de nos identités. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, parce que c'est certes des affaires d'affect, des affaires d'amour, des affaires de plaisir, mais ce sont aussi des affaires d'intérêt qui ont réuni nos 2 pays de cette façon formidable, et qui font que ce soir, c'est aussi par intérêt que nous sommes réunis. Car on était jeunes, plus exactement, on dit toujours très bien, à l'invitation de la Bible. Ça a bien commencé avec le buffet, et donc je sens que claquent les mâchoires, donc je vais m'arrêter là pour qu'on puisse enfermer, d'autant qu'on m'avait demandé de tenir la parole sans chanter jusqu'à l'arrivée de Madame Sophie Primas, sénatrice de la République. Voilà, tu voulais arriver discrètement, c'est gagné. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous. Un nouveau titre grâce à M. le Président Bélier. J'espère être à la hauteur. Je ne suis pas un aussi bon orateur que lui, mais mesdames, messieurs les élus, M. le Président du Conseil départemental, mesdames et messieurs les conseillers régionaux, parce que contrairement à ce que fait M. le Président du Conseil départemental, le protocole veut que les conseillers régionaux, c'est pas parce qu'ils sont plus importants, mais c'est parce que la collectivité est classée avant le protocole. Mesdames et messieurs les conseillers départementaux, mesdames et messieurs les présidents d'intercommunalités, maires, adjoints, élus, j'ai reconnu un certain nombre d'entre eux de mon arrondissement, mesdames et messieurs, chefs d'entreprise, mesdames et messieurs, je suis heureux d'être pour la première fois à cette manifestation dont je comprends qu'elle est une tradition, et bien entendu je souhaite remercier notre ami à tous, Labi Beda Yanoudi, pour avoir pris l'initiative. Si j'ai bien compris, c'est vous qui l'avez inventé, je ne m'aviez pas dit que vous aviez inventé le concept de ces rencontres, et surtout de les avoir fait perdurer. Je crois que c'est ce qui est important quand on organise une manifestation, de faire en sorte qu'elle perdure. Donc mieux se connaître pour mieux se comprendre, je crois que c'est l'objectif de ce genre de manifestation, mieux se comprendre pour mieux se respecter pour mieux s'enrichir. Je crois que c'est un petit peu le sens des propos que l'on vient d'entendre. Et je crois que c'est la vocation de cette soirée, enrichissement culturel, enrichissement intellectuel, affectif aussi, et le président du Conseil départemental vient de nous en faire la démonstration, mais donc pas uniquement économique, même si c'est important, et je salue bien entendu les chefs d'entreprise qui sont dans la salle, et peut-être va-t-il dire deux mots sur ce sujet. Donc tout d'abord pour remercier effectivement, comme je le disais, Labi Beda Yanoudi pour son initiative, puisque c'est un élément important de tisser les liens et de renforcer les liens qui unissent nos 2 pays, la France et le Maroc. Dans cette salle, on l'a bien compris, il y a de nombreux franco-marocains et on les salue. Il y a aussi des Marocains qui aiment la France, et je salue bien entendu Monsieur l'ambassadeur qui a pour mission, au nom du roi, de représenter son pays en France, mais c'est aussi la mission, on dit un peu la même chose en tant que sous-préfet ou préfet, de représenter aussi un petit peu la France au Maroc. C'est aussi ce rôle-là, et on est toujours un peu dans l'ambivalence des relations. Et bien entendu, beaucoup de Français qui aiment le Maroc et qui sont là pour vous le dire.
Ces liens entre les deux pays et les deux peuples que nous représentons sont des liens privilégiés, ça a été dit, ils sont anciens. Et personnellement, j'ai un souvenir de la célébration du 60e anniversaire. Le président du Conseil départemental évoquait l'histoire des relations entre la France et le Maroc à l'occasion des deux conflits du XXe siècle. J'ai personnellement le souvenir de la commémoration du 60e anniversaire de la libération de la Corse en 2003, en 5 octobre 2003 à Bastia, où la ministre de la Défense de l'époque, Mme Agneau Amari, avait souhaité convier des goumiers. Je pense que la plupart dans la salle connaissent donc les goumas. Les goumiers étaient ces supplétifs qui étaient au service du sultan et non au service de l'administration coloniale, et qui néanmoins, à la demande du sultan, sont venus de participer à la libération de la France, et notamment à la libération de la Corse dès 1943, quand on sait donc que la libération de la Corse, avec cette plateforme aéroportuaire que ça représentait, a permis le débarquement de Provence et l'intervention en Italie. Donc, et c'était un moment d'émotion très fort de voir ces personnes très dignes, pour beaucoup décorées, parce qu'on dit qu'il n'y avait pas eu la reconnaissance, il y a eu quand même une certaine reconnaissance, beaucoup étaient décorés de la Légion d'honneur, mais étaient très fiers de revenir, donc pour la plupart n'étaient jamais revenus évidemment sur le territoire corse, et étaient très fiers d'être conviés à ce voyage officiel et à participer à cette cérémonie qui était en grande partie en leur honneur. C'était un moment effectivement extrêmement émouvant et qui fait partie finalement de l'histoire de nos deux pays. Et je rappelle d'ailleurs que le roi Mohamed V, qui n'était d'ailleurs pas encore le roi, avait été fait compagnon de la libération par le général de Gaulle, et que c'est le seul chef d'État étranger à avoir été fait compagnon de la libération. Et quand on connaît la valeur de cette décoration, donc ce n'est pas un œuvre anonyme et vain. C'était vraiment quelque chose de très personnel, qui à la fois reconnaissait la personnalité du roi et des relations avec la résistance française, mais également donc, la relation très forte qu'évoquait M. Béguier entre nos deux pays. Je n'évoquerai pas évidemment le roi Hassan II, dont on connaît les relations privilégiées qu'il a eues avec des chefs d'État, mais comme on l'évoquait tout à l'heure, avec des hauts et des bas, mais ça c'est les relations internationales, comme c'est les relations aussi familiales. Mais je voudrais souligner aussi que le petit-fils de Mohamed V, le roi Mohamed VI, a réservé à la France sa première visite officielle, sa visite d'État, donc à l'étranger, a été réservée à la France. Et je rappelle qu'en retour, enfin c'est pas forcément un retour, mais c'est aussi un parallèle à faire, le président de la République, Emmanuel Macron, avait réservé au Maroc son premier déplacement hors d'Europe, au Maroc. Donc quelques mois, ou même quelques semaines après son investiture en 2017. Donc cela a été évoqué par les orateurs précédents, les relations entre nos deux pays sont faites de haut et de bas, mais ça c'est, je pense, l'autorité de monsieur l'ambassadeur qui connaît bien ces réunions dites de haut niveau. Sont des réunions au plus haut niveau, en dehors des relations de ministre à ministre ou de chef d'État à chef d'État, et qui sont des moments importants, qui sont réguliers, et toujours ces réunions de haut niveau entre la France et le Maroc ont été des réunions de franchise. Et je crois que c'est un élément qui est important dans une famille, entre amis, entre frères, c'est de se parler franchement et d'aborder les sujets et de les traiter, parce que c'est comme ça que l'on dit en termes diplomatiques, de les traiter pour le bien commun. Donc je crois que nous savons nous en souvenir, peut-être parce que M. Béguier évoquait certains éléments de l'histoire et on peut évoquer la décolonisation. C'est vrai que la décolonisation, la libération, l'indépendance du Maroc n'a pas été une tragédie, et je pense que ça constitue aussi un élément fort de l'histoire de nos deux pays, et que sans doute ce lien, je veux dire, très amical et très fraternel que la France et les Français entretiennent avec le Maroc, même de façon parfois inconsciente, ne conscientant bien l'histoire de nos pays, est lié à cette période de la vie de nos deux pays. Donc je crois que on peut peut-être pas davantage développer sur ce sujet. Je voudrais quand même revenir peut-être quelques mots vis-à-vis des chefs d'entreprise, puisque le Maroc est vu et est un pays de stabilité, un pays de sécurité, et que ça c'est important effectivement pour les affaires, comme on dit, et c'est important pour les chefs d'entreprise. Je voudrais souligner donc qu'1 million de Marocains vivent en France, et monsieur l'ambassadeur évoquait la richesse que ça apporte à la France par le travail, pour nos entreprises, mais aussi dans nos hôpitaux, dans nos services publics, dans nos grandes écoles, et monsieur l'ambassadeur l'évoquait, dans nos laboratoires de recherche,
Et aussi dans nos institutions, beaucoup de Marocains sont dans nos conseils municipaux, et jusque d'ailleurs dans certains plus hautes fonctions dans nos autorités gouvernementales. Donc c'est un élément qu'il ne faut pas oublier. Peu de pays peuvent s'enorgueillir d'avoir ce destin dans notre pays. Et réciproquement, c'est pas tout à fait réciproquement, parce que je crois qu'il n'y a que 80 à 90 000 Français qui travaillent au Maroc, mais c'est assez significatif. Et les Français représentent aussi 33% de la fréquentation touristique du Maroc. D'ailleurs, j'imagine que dans cette salle, beaucoup contribuent à ce succès. Donc, sur le plan de la tendance commerciale, on l'a pas dit, je voudrais le souligner, la France est le premier client du Maroc. Donc, monsieur l'ambassadeur, on vous achète beaucoup, donc ça c'est très bien pour vous et pour vous, donc ça c'est excellent. Et d'ailleurs, je crois qu'à peu près une trentaine des entreprises du CAC 40 sont présentes au Maroc, donc ça aussi c'est quelque chose de significatif. Mais on peut le regretter, la France n'est plus le premier fournisseur du Maroc. C'est pas pour vous faire des reproches, puisqu'il n'appartient pas finalement aux commerçants de faire des reproches à leurs clients, mais plutôt à l'inverse, et nous Français, peut-être chefs d'entreprise français, de se poser la question de viser à conquérir à nouveau le cœur du consommateur marocain. Et donc c'est aujourd'hui les Espagnols et maintenant évidemment les Chinois, je dis évidemment parce que c'est un petit peu général, qui sont effectivement les premiers vendeurs pour le Maroc. Donc ici même dans le Mantois, je sais que donc à l'initiative, je pense, du président du conseil départemental, lorsqu'il était maire de Mantes-la-Jolie, il y a une coopération décentralisée importante avec le Maroc, en termes de formation, en termes d'échange avec les mairies. Donc c'est un élément aussi d'enrichissement personnel. Et très récemment, j'ai eu l'honneur de faire la connaissance du président de l'association des préfectures, des conseils de préfecture du Maroc, qui était le président du conseil de préfecture de Rabat. Et nous avons pu échanger sur effectivement l'enrichissement, le modèle peut-être qu'a proposé la France sur l'organisation administrative et institutionnelle, à la fois de décentralisation et déconcentration au Maroc. Et inversement, donc on a pu constater que certaines erreurs que nous avons pu commettre en France, ou certains excès de nos institutions ont été épargnés au Maroc. Donc c'est peut-être grâce à nos propres erreurs que vous avez fait ce choix. En tout cas, pour indiquer que ces échanges sont dans tous les domaines, à la fois donc le domaine économique, culturel, administratif et d'organisation territoriale. Donc, comme je le disais en introduction, mieux se connaître pour mieux se comprendre et mieux s'enrichir personnellement et réciproquement. Et je pense que donc effectivement ce genre de soirée y contribue. Et encore une fois, merci aux organisateurs et merci à vous tous d'y participer. Et souhaitons qu'évidemment cette belle entente fraternelle entre la France et le Maroc perdure et que les liens qui sont tissés, qui s'enrichissent encore ce soir, s'enrichissent encore jusque donc à l'horizon France 2030 et Maroc 2030 que nous évoquions à l'instant. Merci.